Alors en astronomie, j'ai juste exposé rapidement le mouvement actuel. Bon, vous savez que si vous suivez Internet, des nouvelles apparemment importantes en astronomie, il y en a tous les jours. Tous les jours, il y a quelque chose qui pourrait nous impacter, nous les ufologues. Tous les jours, on trouve quelque chose sur Mars, on trouve quelque chose, une nouvelle planète extrasolaire, une exoplanète un peu nouvelle. Mais en fait, il n'y a rien de véritablement révolutionnaire. Toutes ces découvertes sont incrémentielles. En fait, les grandes découvertes ont été faites il y a quelques années, dans le passé. C'est la première découverte de planètes autour d'un pulsar. Puis ensuite, les découvertes faites par les Suisses. La première exoplanète autour d'une très très grosse planète chaude autour d'une étoile d'un Pégase. Et puis maintenant, grâce à Kepler qui est un satellite américain, avec les méthodes d'éclipse, où on regarde en fait les variations de luminosité d'une étoile, quand une planète passe devant l'étoile, on en a trouvé des milliers. Avec les moyens actuels, on ne peut pas aller très loin. Il va falloir progresser pour faire autre chose que de trouver des étoiles, des planètes et avoir une idée approximative de leur taille et de leur masse. Bien sûr, ce que l'on cherche, c'est à en savoir plus sur la composition. Et il y a quand même eu une découverte révolutionnaire très récemment, c'est celle des ondes gravitationnelles. Il y a quelques mois, on a découvert la preuve des ondes gravitationnelles, et très récemment, on a eu la chance de découvrir une onde gravitationnelle en même temps qu'on a pu observer visuellement l'objet qui aurait provoqué cette onde gravitationnelle a pu être observé visuellement. Ce qui fait qu'on a pu comparer les temps d'arrivée des deux phénomènes et on a la preuve qu'à quelques dixièmes de seconde près, l'onde gravitationnelle est arrivée en même temps que la lumière. Donc on peut considérer que c'est une confirmation de la théorie de la relativité d'Einstein, enfin la théorie de la relativité générale, c'est-à-dire que la gravité, contrairement à ce que croyait Newton, n'est pas instantanée, mais elle va à la vitesse de la lumière, et elle se propage par déformation de l'espace, qui provoque ces fameuses vagues et ces fameuses ondes gravitationnelles. C'est pour ça qu'il y a ondes gravitationnelles, c'est parce que l'espace est déformé. Et donc il y a des dispositifs gigantesques qui font des kilomètres de long, qui permettent de mesurer le passage de ces ondes. Donc ça, c'est... on peut être plus ou moins sceptique, parce que c'est vrai que le phénomène est extrêmement faible, mais néanmoins, il faut être honnête, ça se précise, la théorie de la relativité générale est juste, et c'est important, quoi. C'est important pour l'ufologie, parce qu'on arrive quand même à l'idée que si on veut vraiment se déplacer entre les étoiles, il faut trouver une astuce, une ruse, on ne peut pas tricher avec la théorie. Sinon, alors des découvertes, comme je disais, des petites découvertes, il y en a plein. On a découvert récemment non seulement une exoplanète, mais une lune autour d'une exoplanète. Alors c'est une lune absolument énorme, de la taille de la planète Neptune. C'est pour ça qu'on l'a découverte d'ailleurs, parce que sinon c'est tellement lointain tout ça qu'on n'aurait rien vu. On a découvert une planète géante autour d'une naine rouge. Ce qui est très étonnant parce que les étoiles naines rouges sont toutes petites, très peu massives, très peu lumineuses, et tous les systèmes planétaires qu'on a découverts autour sont extrêmement proches de l'étoile. C'est un peu comme le système de Jupiter. Vous savez, dans le système solaire, souvent on dit Jupiter, c'est une grosse planète, c'est une étoile ratée, et elle a 4 satellites dits galiléens, parce que découverts par Galilée. C'est la première utilisation de la lunette. C'est Galilée qui l'a fait, qui a regardé dans le ciel, les Jupiter, et il a vu les satellites galiléens, ce qui est très important d'un point de vue astronomique et philosophique, parce que c'est la première fois qu'on avait la preuve que tout ne tournait pas autour de la Terre. Je reviens à Jupiter, c'est un système extrêmement dense. Le premier satellite, la première lune de Jupiter, Io, est à 400 000 km seulement de Jupiter, qui est une planète qui fait 110 000 km de diamètre. Non, même plus que ça, 140 000. Je me trompe un petit peu. Et les autres sont à au maximum quelques millions de kilomètres. Donc, quand on voit que la Terre, par exemple, est à 150 millions de kilomètres du Soleil, que Jupiter est à 750 millions de kilomètres, on voit que le système de Jupiter est très dense, très serré. Et bien, les naines rouges, c'est pareil. Les naines rouges ont des systèmes très serrés. Et là, on trouve une planète géante
autour du naine rouge. Donc les scientifiques, eh ben, ils sont contents d'avoir trouvé ça, mais ils sont aussi un peu déçus parce que toutes leurs théories sur la naissance des planètes en prennent un coup. C'est bien grave, ils en trouvent. Ça sera amélioré. Ah, mais la théorie sera rafistolée, on ne fait pas trop de soucis, mais il faut être un peu cynique. Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre? La sonde Dawn, je ne sais pas si vous vous souvenez, Dawn, c'était cette sonde envoyée par les Américains vers les astéroïdes Vesta et Ceres. Particularité, c'est la première sonde qui a navigué avec des moteurs électriques plasmiques. Jusqu'ici, toutes les sondes étaient balistiques, c'est-à-dire qu'on balançait la fusée, on balançait avec une fusée la sonde dans l'espace, en orbite, ensuite carrément à destination, et puis elle croisait, c'est un mot anglais, elle avançait dans l'espace sur sa lancée, on la faisait dévier en la faisant passer près de Vénus, près de la Terre, pour jouer un jeu de ping-pong, pour la renvoyer à sa bonne destination. C'était tout un travail très compliqué d'ingénierie. Il y avait des petits moteurs dessus qui lui permettaient de corriger de quelques milliers de kilomètres la trajectoire, mais c'était tout. Alors que là, cette sonde était active. Elle avait un moteur qui a marché pendant des milliers d'heures, tout doucement. Elle est équipée de 2 grands panneaux solaires, comme c'est la prise de l'électricité. L'électricité ionise et chauffe un gaz qui est du xénon, donc il y a une réserve de gaz, et ce gaz est éjecté par le moteur électrique vers l'arrière à très grande vitesse. La poussée est extrêmement faible, mais comme ça fonctionne pendant des milliers et des milliers d'heures, ça a permis à la sonde d'aller jusqu'à Vesta, de se mettre en orbite autour de Vesta. Il y a eu des analyses qui ont été faites à l'époque, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Ensuite, elle est repartie vers Cérès, donc carrément elle est décollée de l'orbite de Vesta. Elle a été vers Cérès, qui était assez loin, à des centaines de millions de kilomètres. Elle s'est mise en orbite autour de Cérès, elle s'en est rapprochée progressivement et ça a permis de faire l'analyse de Cérès. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une tache brillante qui intriguait tout le monde sur Cérès. On sait maintenant, alors il y avait plein de fantasmes, il y en a même qui disaient que c'était une cité secrète nazie qui était installée là-bas, enfin n'importe quoi. Et il s'agirait en fait que c'est du sel, qu'il y a des gisements des sortes de geysers, d'inondations. En fait, il semblerait que le sous-sol, c'est de la glace et de l'eau fondue, et de la glace fondue et de l'eau, et de temps en temps, ça perce, ça finit par s'évaporer, donc il ne reste que la partie, que le sel. Et avant que le sel soit remélangé par les micrométéorites et que ça revienne noirâtre, pendant quelques temps, ça reste bon. Donc, la sonde Dawn, elle continue à tourner autour de Cérès. Elle avait encore assez de carburant pour aller ailleurs, mais les savants ont décidé qu'elle restait là pour continuer l'étude. Donc, régulièrement, il sort des papiers sur la montagne unique, qui a une montagne unique sur Cérès. Il y a des choses assez étranges. Donc, l'étude continue. La sonde Junon, c'est celle qui tourne autour de Jupiter. Elle continue à tourner, prendre des photos assez extraordinaires des pôles de Jupiter avec les aurores boréales de Jupiter qui sont énormes. Nous, on a des aurores boréales qui sont minuscules à côté, celles de Jupiter sont monstrueuses. Cassini, entre-temps, la pauvre sonde, qui a d'ailleurs, tu avais fait un dessin, je sais pas, aussi, sur la mort de Cassini. C'est une sonde qui a étudié la planète Saturne. Ça y est, elle a fait son opération kamikaze, elle a plongé dans l'atmosphère de Saturne. Ils ont décidé ça, de la détruire comme ça, la sonde, pour ne pas éventuellement polluer des lunes comme Titan ou Encélade, sur lesquelles il y aurait une possibilité de vie. Il n'y a aucune preuve qu'il y a la vie, mais il y a une possibilité sérieuse. Et donc, ils ont décidé de suicider la sonde. Comme il y a toujours quelques microbes qui restent dans une sonde, on a décidé de la suicider. Pluton, alors il y a une sonde qui s'appelle New Horizon, qui avait traversé le système de Pluton le 14 juillet 2015, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a eu des très belles photos, parce que Pluton c'était qu'un point. Moi on m'a montré la planète Pluton d'un télescope, je n'ai pas réussi à voir le point en question, c'était vraiment trop minime. Et cette sonde, elle continue sur sa lancée, c'est une sonde balistique,
comme celle dont je décrivais tout à l'heure. Je ne sais rien. C'est juste l'économie d'écran. Et elle continue, elle va explorer la ceinture de Kuiper. Donc au-delà de Pluton, il y a des astéroïdes dans une ceinture qu'on appelle ceinture de Kuiper du nom du découvreur, enfin de l'inventeur plus exactement. Et il y a une astéroïde qui doit le tout nom de 2014 MU69 qui va rencontrer, que la sonde va rencontrer. À part ça, bon, je vais pas... Par exemple, on a découvert des anneaux de poussière autour de l'étoile Proxima du Centaure. L'étoile Proxima du Centaure, elle s'appelle Proxima parce que c'est la plus proche du système solaire. Elle est à un peu plus de 4 années-lumière. Et c'est une toute petite étoile rouge. Récemment, on y a découvert une planète rocheuse, entre guillemets semblable à la Terre, c'est-à-dire dont le diamètre vaut 1,3 fois celui de la Terre. Et en plus, cette planète se trouve dans ce qu'on appelle la zone habitable. Donc il y a déjà pas mal de points intéressants. Zone habitable, c'est la région de l'espace dans laquelle la chaleur dégagée par l'étoile centrale est capable de maintenir de l'eau liquide. Plus près, l'eau s'évapore, plus loin, il n'y a pas assez de chaleur, ça gèle. Donc la zone habitable, c'est entre ces deux limites. Donc on a trouvé cette planète dans cette zone dite habitable, qui ressemble à la Terre, c'est assez intéressant, et en plus c'est la planète, c'est l'étoile la plus proche de la Terre. Et on a découvert récemment que dans ce système, il y a deux immenses anneaux de poussière qui ressembleraient un peu aux anneaux d'astéroïdes qu'on a dans notre système. Ça indique presque certainement aux scientifiques qu'il y a d'autres planètes. Parce que les anneaux, pour être stables, ils doivent être ils peuvent être stables que s'ils sont influencés par des corps massifs qui contraignent les orbites de ces poussières. Bon, voilà, alors, tout ça c'est bien, mais comme je disais, pour aller plus loin, il va falloir des nouvelles machines, des nouveaux télescopes, télescopes géants sur Terre, télescopes dans l'espace, des nouvelles méthodes, des analyses plus fines. Tout à l'heure, je disais en 2 mots que la méthode de Kepler pour découvrir des planètes, c'était l'éclipse, enfin c'était on observait la variation de luminosité d'une étoile quand une planète passe devant. Quand une planète passe devant et que ça passe de façon répétée avec une période, on sait, très probablement, il y a un corps qui passe devant, c'est très certainement une planète. Mais on peut aller plus loin, parce que quand la planète passe derrière, cette fois-ci, l'étoile, il y a aussi un phénomène d'éclipse. Et cette fois-ci, c'est l'éclipse d'un corps très peu lumineux par l'étoile très lumineuse. Au moment où il y a juste fait l'éclipse, c'est-à-dire où la planète traverse le disque, soit par l'arrière, soit par l'avant, il y a à cet instant qui dure quelques heures, même pas quelques minutes, même dans certains cas, si on fait des spectres, c'est un spectre. Si on fait un spectre très précis de la lumière, une analyse très précise de la lumière, on doit être capable de comprendre la composition de l'atmosphère de ces planètes. Donc il faut s'attendre dans les années qui viennent à des annonces. On a trouvé une planète avec de l'oxygène. On a trouvé une planète avec de l'oxygène et du méthane. C'est la vie. Bon, et les astronomes vont se battre parce qu'ils vont dire non, c'est pas la preuve absolue que c'est la vie. Enfin bref. Mais ces annonces-là, elles sont dans les années qui viennent, on va les entendre. Donc c'est bien, ça progresse. J'en arrête là avec l'astronomie. On n'a pas trop le temps. J'ai quelques photos, mais peut-être que je les passerai à la fin. J'ai parlé d'ufologie rapidement. Ça bouge beaucoup. À l'international, il y a l'affaire Tom DeLonge. Je ne vais pas en parler très longtemps parce qu'en réalité, moi, je n'ai pas d'opinion précise, je n'ai pas une opinion précise sur le personnage et ce qui se passe. Il a fondé une académie qui s'appelle To The Star Academy of Art and Science. Il a réuni une équipe impressionnante sur le papier avec des anciens de l'armée, de la CIA, un scientifique qui s'appelle Al Puthoff. Et il y avait des révélations sensationnelles pour bientôt. Mais bientôt n'avance pas. Il y a eu, à mon avis, c'est peut-être fait piéger dans une interview qui a été notamment mise en avant, qui a été sur YouTube, c'est Marie-Thérèse Lebrosse et Jackie Causant qui nous ont montré ça, notamment.
Comment c'est en anglais, oui. Il se ridiculise un petit peu, il se fait piéger à mon avis en expliquant que ses connaissances viennent des livres qu'il a lus dans le passé et pas du tout des révélations que lui auraient fait des gens placés. Donc ça, c'est un peu dommage. Alors est-ce qu'il s'est fait piéger? Est-ce que c'est un escroc? Parce qu'il y en a qui vont jusqu'à dire que c'est un escroc parce qu'il fait payer. Il demande de l'argent. On appelle ça du... crowdfunding. Voilà, du crowdfunding, excusez-moi. Merci. On ne sait pas. Moi, j'ai dit, c'est wait and see, il faut attendre. Peut-être qu'il va en sortir de quelque chose de très bien, mais pour l'instant... On pourra poser la question à Jackie Causin, il va venir en décembre. Ah, il vient en décembre? Ouais. Ok. En décembre, nous avons un très grand conteur qui s'appelle Michel Dessay, qui est vraiment apprécié de pas mal de gens, notamment d'Elisabeth de Caligny, qui m'en a dit beaucoup de bien, donc j'en pensais déjà du bien. Je vous invite à venir. C'était une petite parenthèse, pour faire un peu sa pub quand même. Donc voilà, j'arrête avec Tom DeLonge. Les momies péruviennes, alors là, je suis de plus en plus persuadé que c'est une escroquerie, mais j'en suis pas encore sûr complètement. Donc moi je dis aussi wait and see. C'est certainement quelque chose qui aurait pu être important, mais bon, pour l'instant, ça ne tient pas la route de mon point de vue. Bon, wait and see. En France, il y a quelque chose d'important de mon point de vue, c'est le MUFON France. Donc vous savez qu'il y a eu une opération MUFON dans le passé. Les Américains, McDonald's, il était venu à OVNI Paris pour présenter son opération, avait essayé de lancer une succursale du MUFON en France. Ça a capoté, lamentablement d'ici matin, enfin ça a capoté. Et là, c'est reparti par l'intermédiaire de quelqu'un qu'on aime bien, c'est Marc Saint-Germain, qui a relancé l'affaire. Donc c'est un francophone du Québec, déjà ça aide pas mal. Puis c'est pas directement un Américain. Donc il a relancé l'affaire, et puis très récemment, quelqu'un qui est assez connu dans l'ufologie, c'est Pascal Fechner, qui a pris la direction des opérations. Le MUFON France est autonome, il dépend, enfin, c'est un nom, comment dire, ils correspondent avec les Américains, mais ils sont autonomes financièrement et au plan organisationnel. Donc à l'heure actuelle, ils ont quelques enquêteurs. L'idée de Pascal Fechner, c'est de développer ça plus qualitativement que quantitativement, c'est-à-dire vraiment avoir des enquêteurs formés et puis aussi grossir son organisation de manière à avoir un réseau d'enquêteurs. Alors je sais qu'il y a déjà des réseaux d'enquêteurs en France, enfin un de plus. Moi personnellement, je souhaite bonne chance à Pascal Fechner, à qui j'ai jamais eu affaire, j'ai pas de problème avec lui, donc moi je lui souhaite bonne chance. Je pense que ça peut pas faire de... A priori, ça peut pas faire de mal à l'ufologie, on verra bien. C'est pareil, il faut laisser un peu le temps au temps, et puis il faut faire confiance. On verra bien. Et puis je terminerai par une pensée pour Georges Metz. Georges Metz, c'est quelqu'un qui avait écrit un livre, OVNI en France, qui a pas mal participé à la résurrection de Lumière dans la nuit, et qui aujourd'hui n'est pas sur le billard, et je lui souhaite évidemment bonne chance et bon établissement. Voilà, si j'ai 5 minutes après ton exposé, je passerai j'ai une clé où j'ai des photos qui correspondent à la partie astronomique de ce que j'ai exposé. J'ai pas voulu, c'est trop de temps.